Fidèles Diventius, bonjour. Dans le cadre de notre émission Conversation avec Jean-Paul Oro, nous recevons pour vous Yves Aipo, cyberactiviste, pro-Gbagbo, si je peux me permettre, président du Front du Réveil et l'Unité africaine. Aujourd'hui avec nous pour parler de lui-même un peu, de l'actualité politique ivoirienne et de la résistance ivoirienne aux autorités ivoiriennes en Côte d'Ivoire. Monsieur Yves Aipo, bonjour. Bonjour, monsieur Oro. Aujourd'hui, vous êtes l'un des cyberactivistes, je dirais pratiquement très écoutés. Beaucoup de personnes estiment que vous êtes certainement le plus rationnel, discours soutenu. Comment vivez-vous ce nouveau statut, cette notoriété nouvelle? Vous êtes très souvent ailé, happé quelquefois par des admiratrices. Comment vous vivez ce nouveau statut? Bien, merci. Je voudrais avant toute chose remercier l'équipe de Event News TV qui a accepté de m'inviter. Et pour revenir à votre question, je pense que les Ivoiriens et les Africains, dans leur généralité, se trompent de nous considérer comme étant des stars. Mais vous l'êtes, vous êtes des stars aujourd'hui, vous déplacez. Je pense qu'ils se Déplacement trompent. sans tirer de foule. Je pense qu'ils se trompent de penser ainsi. Parce que nous sommes en mission. Nous ne sommes pas des stars. Moi, j'ai toujours dit qu'une star a quelque part un talent particulier pour lequel on lui voue Cette admiration. cette admiration. Nous avons senti à un certain moment qu'il fallait parler, que les Ivoiriens étaient tellement ostracisés qu'il fallait donc que certaines personnes, du fait de leur localisation, c'est-à-dire dans la diaspora, pouvaient parler. C'est pourquoi nous parlons. Donc, on ne devrait pas être des stars parce que tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, président du Front du Réveil de l'Unité africaine. Mais vous êtes un ancien membre de la Josigan de Johnny Pacheco. Qu'est-ce qui s'est passé? Johnny Pacheco, c'est mon frère. Je voudrais, avant de répondre à votre question, le saluer. Le saluer déjà pour le fait que lorsque tous les Ivoiriens avaient peur de parler, lui a pris l'initiative de dire ce qui n'allait pas. Donc pour ça, il faut reconnaître son mérite, il faut le saluer. Qu'est-ce qui a valu votre séparation? Oui, parce que lorsque les hommes s'associent, il arrive des moments où les hommes ne se comprennent plus et que les hommes ne soient pas d'accord sur un certain nombre de sujets. C'est comme cela que nous avons dû nous séparer. Mais comme nous avons le même combat et que nous avons le même objectif, il m'a fallu me retirer, créer un autre instrument de combat et que on puisse après évoluer ensemble. Donc c'était juste des petits problèmes techniques au niveau de la Josigan. Ce n'est pas des problèmes de personne. Non. Beaucoup, ceux qui ne savent pas trop, on pensait que c'était un problème de leadership, un problème de... Moi, je ne suis pas après... Vous voyez, vous m'avez demandé la Starmania, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Nous avons une mission, il faut parler, il faut informer les Africains. Donc, on n'a pas besoin de leaders, que vous soyez le 10e ou le premier, ça n'a pas d'importance. Beaucoup d'observateurs ivoiriens de la vie publique ivoirienne estiment qu'aujourd'hui, ces cyberactivistes qui ont pu prospérer, ont pu émerger, est dû au fait, dû à l'échec de la classe politique ivoirienne. Partagez-vous cet avis aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que la classe politique ivoirienne a échoué dans sa mission d'éduquer la population ivoirienne? Et aujourd'hui, vous êtes devenus pratiquement des vecteurs d'éducation politique et voire sociale, quelquefois économique pour les Ivoiriens. Non, je ne partage pas ce point de vue. Je pense que c'est une équipe. C'est une équipe, la résistance c'est une équipe. Il y a des gens comme vous, comme il y a des gens dans les sphères diplomatiques qui contactent des présidents, des ambassadeurs. Il y a des gens à La Haye qui défendent le président Laurent Gbagbo. C'est comme il y a des jeunes gens sur les réseaux sociaux qui parlent. Il y a des partis politiques en Côte d'Ivoire qui approchent les populations, qui vont dans les villages, qui font la mobilisation, etc. etc. Donc c'est une équipe. La faute serait de négliger et de minimiser ceux qui sont sur les réseaux sociaux.
de dire que ce sont des jeunes désœuvrés. Mais etc., justement, etc. personne ne vous néglige, personne ne vous minimise. Oui, bien Puisque sûr. vous êtes très écouté, mais en réalité, mais il y a beaucoup de personnes qui estiment que vous ne mesurez pas la portée de vos responsabilités, quelquefois en faisant des déclarations. Oui, moi je mesure la portée de mes propos. C'est pourquoi je les surveille. Je calcule rigoureusement. Il y a quelques semaines, on a vécu la séquence Johnny Pacheco qui enflammait Blé Boudé. Oui, Johnny Pacheco, c'est Johnny Pacheco. Il a ses idées, il a son style, il a sa façon de dire les choses. Moi, Que vous ne partagez pas. Moi, c'est mon frère de lutte. Vous savez, tous les camarades qui mènent ce combat aujourd'hui, là, ce n'est pas tout le monde qu'on aime. Mais on est obligé de marcher ensemble. Voilà, donc Johnny Pacheco a son point de vue, il a son style et nous respectons son style. Aujourd'hui, comment vous avez jugé cette séquence? À propos de Johnny Pacheco. Je me suis exprimé sur les réseaux sociaux lorsque il a commencé à tenir un certain nombre de propos à l'endroit du ministre Charles de Goudet. J'ai dit que je ne voulais même pas rentrer dans le fond du débat. Parce qu'en droit, on regarde d'abord la forme. Et dans la forme, c'était inapproprié et c'était inopportun. Donc je ne rentre pas dans le fond pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais déjà, j'estime que quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui est dans des difficultés, vous dites, vous menez un combat de libération. Il ne faut pas venir tirer sur quelqu'un qui est déjà en prison. Donc laissez le monsieur sortir et puis après, si vous avez des récriminations à lui faire, vous allez lui faire ça. Bon, revenons sur, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur la question de la résistance. Comme vous le dites, Ivoirienne, vous résistez à quoi exactement quand on parle de résistance? Oui, on résiste à l'oppression. Laquelle? Oui, parce que nous estimons que l'arrestation du président Laurent Gbagbo répond à un système. C'est l'impérialisme qui a arrêté Laurent Gbagbo. Voilà. Donc quand on dit résister, c'est résister à ce système qui a sévi en Afrique depuis plusieurs années. C'est ce système qui a fait tuer Lumumba, c'est ce système qui a fait tuer Sankara, c'est ce système qui a fait tuer Kadhafi, et ce système a emprisonné le président Laurent Gbagbo. Il faut que toute la jeunesse africaine prenne conscience et s'organise pour pouvoir mettre fin à ce système. D'aucuns l'appellent France-Afrique, d'autres l'appellent impérialisme, mais nous, on est des résistants et on se limite à ce niveau. Donc, votre résistance, ou du moins la résistance, elle commence après la chute et l'arrestation, du moins, de Laurent Gbagbo. Il y a des résistants qui nous ont précédés. Nous sommes Ivoiriens et Laurent Gbagbo nous a ouvert les yeux. Il nous a formés pendant une vingtaine, une trentaine d'années. Aujourd'hui, il est en difficulté. Il est de notre devoir de mettre à exécution ce qu'il nous a enseigné. Aujourd'hui, vous en êtes, vous qui êtes un cyberactiviste, ou quand vous observez, quand vous dites la résistance ivoirienne, quelle lecture vous faites? Je pense, en mon sens, que la résistance en ce moment est à ses balbutiements. À ces balbutiements? Oui. Au bout de 5 années? Oui. Beaucoup de gens pensent que quand on dit 5 ans, c'est beaucoup. Mais quand on étudie l'histoire des résistances, on se rend compte que quand vous prenez par exemple l'esclavage, a duré 400 ans, pourtant il y avait des résistants. Quand vous prenez par exemple les colons qui sont venus nous assujettir sur nos propres territoires, ça a duré des cinquantaines d'années, ils étaient là, il y a eu des résistances. Quand vous prenez le cas Mandela, ça a duré 27 ans, la résistance. Donc 5 ans, ce n'est rien. Dans l'histoire des résistances, ce n'est rien. Il ne vous aura pas échappé que beaucoup de camarades se sont battus. Il y a eu beaucoup de fractions, on va dire. Fractures, parce qu'on ne réussit pas à s'accorder. Il arrivera un moment où les résistants comprendront que ce n'est que dans l'unité qu'ils pourront gagner ce combat. Pour l'instant, ils n'ont pas encore compris. Et ça va prendre des années. Ça va prendre 5 ans, 10 ans. Il y a beaucoup aussi de vos camarades, comme vous le dites, de lutte,
qui estime qu'aujourd'hui, il est important de passer à une autre étape, l'étape de la politique, et non se limiter à la résistance, aller participer au débat politique ivoirien. Mais la politique, c'est aussi le boycott. Monsieur Oro, le président Laurent Gbagbo a eu plusieurs fois des invitations à venir participer aux jeux politiques. Sous Houphouët-Boigny, il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Le boycott fait aussi partie de la politique. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec Afin Guessa, qui veut coûte que coûte participer aux jeux politiques en Côte d'Ivoire, lorsque nous estimons que les circonstances ne s'y prêtent pas. Donc vous espérez, en étant dehors du système, en vous y opposant de façon catégorique, vous espérez pouvoir changer ce système. Bien sûr. Pourtant, Pascal Afin Guessa lui propose d'être dans le système pour le changer. Oui. Expliquez-nous votre méthode, parce que pour l'instant, on n'arrive pas à le comprendre. Oui, on peut changer le système parce que nous sommes dans une guerre de communication. La guerre physique est finie. Les Français sont venus aider les rebelles à gagner cette guerre physique. Maintenant, nous sommes dans une guerre de communication. Laurent Gbagbo est enfermé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse en ressortir un jour? Donc, nous estimons qu'il faille effectivement jouer sur la communication. C'est pourquoi nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est ce qui va changer le système pour vous. Et ça peut changer déjà des opinions. Parce que quand je prends toujours l'exemple de Mandela, Mandela était condamné à vie. Qu'est-ce qui a fait que finalement les gens ont changé d'opinion et puis ils ont dit, bon monsieur, vous êtes libre. Et nous espérons aussi qu'un jour... C'est le débat politique, c'est les négociations politiques, c'est beaucoup d'actions diplomatiques qui ont certainement aidé aussi. Je ne néglige pas le combat des Sud-Africains pour sa libération, pour leur émancipation eux-mêmes, mais il y a aussi à côté les actions diplomatiques et politiques qui ont aidé à sa libération. Mais à vous entendre, c'est... Je résiste au système, comme vous le dites, France-Afrique, je reste en dehors de la Côte d'Ivoire, je ne participe pas au débat politique ivoirien au sens propre du terme, et je réussis à... Je peux vous concéder cela, mais pour pouvoir discuter avec quelqu'un, il faut que cette personne vous écoute. Mais nous avons observé qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, il n'écoute pas véritablement l'opposition. À partir du moment où beaucoup de nos camarades sont enfermés, sont en prison, nous avons demandé au moins la libération de ces camarades-là pour qu'on puisse discuter. Vous voyez, jusque-là, il y a une vingtaine, une trentaine, quand on a libéré, comme des marchandises, en fait, c'est des monnaies d'échange. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vous voyez, et c'est pourquoi il y a des discussions on a entamé des discussions avec Afin Guessa pour qu'on puisse s'unir. Mais on n'est pas d'accord. Quand je parle de notre camp, le camp que nous soutenons, c'est-à-dire le camp Laurent Gbagbo, président du FPI, avec ses camarades Akoun et Aboudraman Sangaré. Après les élections, ils ont dit, bon, c'est vrai, nous avons eu des histoires avec Afin Guessa, mais il est temps de se retrouver. À quelle occasion ils ont demandé ça, c'était à France-Afrique, c'est rester en dehors du système et ne pas y participer comme le propose Pascal Afin Guessa. On peut participer, mais ça dépend de comment, où, à quel moment. Vous voyez, par exemple... En allant comme ça aux élections législatives, par exemple, on va aviser. Le président Laurent Gbagbo donne son point de vue. Après, il a fait votre avis? Moi, mon avis, c'est que... D'abord, notre avis, c'est que nous, on se range derrière la décision du président Laurent Gbagbo. D'abord. Laurent Gbagbo n'a encore rien dit. Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Il a reçu Akoun plusieurs fois. Ils ont eu des débats là-dessus. Et Akoun a fait le compte rendu. Donc, on sait plus ou moins. Laurent Akoun l'a dit, ils iront aux élections. Moi, personnellement, je ne vois aucun problème. Je donne une analyse juridique. Il n'y a aucun problème à aller aux élections législatives. Pendant que vous avez boycotté la révision de la liste électorale, oui. Vous avez boycotté les présidentielles, oui. Et vous, avec quel électeur vous y allez? Parce que vous avez dit à vos électeurs de ne pas Non, nos électeurs, les électeurs du FPI sont à l'écoute du FPI.
Si on dit de boycotter, ils boycottent. Si on dit de ne pas boycotter, ils ne boycottent pas. Voilà comment ça se passe. Mais c'est avec quel argument que vous avez présenté? Oui, les législatives, c'est autre chose, monsieur. Ah bon? Oui, c'est autre chose. Dites-nous. Quand on va aux élections présidentielles, on va élire un président. D'accord? Donc, c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ce que je veux dire, c'est que là, on va voter quoi? On va voter des députés. Oui. D'accord? Bon, les députés, c'est pour qu'ils puissent avoir une voix à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, pour pouvoir participer au débat. Ça, c'est autre chose. Donc, même si on a un député, son point de vue va compter, ça va peser dans la balance. Mais vous le savez que ça ne changera rien en Côte d'Ivoire. La constitution fait du président un quasi-monarque. Vous le savez, M. Aïpo. Vous qui êtes de formation juriste, oui. Donc, M. Ouattara est un monarque. C'est la constitution qui fait de lui quasiment un monarque. Donc, le président Laurent Gbagbo était un monarque. La constitution ivoirienne fait du président de la République monarque. Il décide de tout. Non, même monarque, c'est un peu exagéré. C'est un mot un peu extrémiste. Ce que je sais, c'est que le professeur Francis Vaudier nous enseignait qu'il y a le système présidentiel et le système présidentialiste. Présidentialiste dans ce sens qu'il accorde trop de pouvoir au président. Mais monarque, c'est pas trop le terme. Ils exagèrent pour dire tout simplement, comme vous l'avez dit vous-même, il y a trop de pouvoir. Le président décide de tout. Il peut même gouverner par ordonnance sans passer par l'Assemblée nationale. Vous le savez. Donc avoir un député, 2 députés, 10 députés, 20 députés, ça ne changera rien. Lorsqu'un député se lève à l'hémicycle et qu'il tient un discours, ça ne change peut-être rien, mais dans l'opinion des Ivoiriens, il y a un déclic qui se crée. C'est en cela que c'est différent des présidentielles. Voilà, parce que les présidentielles, dans tous les cas, si le président dit qu'il est président, il reste président. Mais avec les députations, c'est un peu différent. Ok, justement, non plus assez de temps, nous allons venir sur la question. Aujourd'hui, l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la réforme constitutionnelle. On annonce un vice-président, un Sénat. Pour vous, quelle réflexion vous faites sur le nouveau projet, bon, qu'on ne détient pas encore, mais dont on entend un certain nombre dans les médias. Pour vous aujourd'hui, pour vous, c'est vous savez, quand j'ai entendu cette histoire de révision ou de changement de constitution, ou je ne sais pas comment ils dénominent cela, je me suis tout de suite demandé, mais pourquoi il n'a pas fait ça lors de son premier mandat? Pourquoi c'est au deuxième mandat qu'il fait ça? Il le fait bien évidemment au deuxième mandat parce qu'il a le dos au mur. Voilà, ce sont ses dernières années. Donc il essaye de tripatouiller les textes pour s'imposer. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous appelons tous les Ivoiriens à stopper cette imposture. C'est une arnaque juridique. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, il veut créer une nouvelle république. Bon, quand on veut créer une nouvelle république, il ne faut pas oublier que le test constitutionnel que nous avons est jeune. C'est un test qui date de 2000, si je ne m'abuse. Voilà, donc pour moi, il n'y a rien à changer. Les Ivoiriens sont contents de leur constitution. Ils l'ont voté, ils l'ont plébiscité à plus de 80%. Il faut laisser ce test tel qu'il est. Donc pour vous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un vice-président. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un Sénat. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Il faut qu'il explique aux Ivoiriens pourquoi tout ça c'est nécessaire. Parce que les Ivoiriens ont voté... Parce qu'il estime que cette constitution est assez confligène. Elle est à la base de 10 ans de conflit en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est confligène. Alassane Ouattara lui-même qui est confligène en Côte d'Ivoire. Et ça, il le sait. Ses partisans le savent. Ce n'est pas la constitution. La constitution, je vous le dis, a été plébiscitée. Oui, elle peut être plébiscitée à un moment, mais il y a certaines dispositions à quel moment? C'était dans les années 2000. Il y a certaines dispositions de l'article 35 il y a beaucoup d'Ivoiriens qui estiment qu'à cause de cet article, il ne peut pas briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire parce qu'il faut forcément avoir le père et la mère ivoirien. Bon. C'est ça, c'est ça. Nous avons dit à M. Ouattara qu'en Côte d'Ivoire particulièrement, il fallait être, pour être candidat, il faut être né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Grâce à la rébellion, il a réussi à se faufiler. Après, lui-même il signe, il est d'accord lorsqu'on dit que si tu te présentes exceptionnellement, tu es obligé de faire un mandat. Il est d'accord avec ça. Mais après ça, il ruse encore. En 2015,
il ruse encore pour pouvoir être candidat à titre exceptionnel, mais qu'il appelle cette fois dérivé. Vous voyez des arnaques de ce genre. Maintenant, il veut maintenant toucher à la Constitution. Nous disons, mais c'est trop. C'est trop. Donc vous appelez les Ivoiriens à voter Non, au mois d'octobre. il faut voter, non, il faut boycotter, c'est trop. Boycotter ou voter non? Il faut même boycotter. Ouais, boycotter, ça veut dire ne pas participer Oui, au il ne vote. faut pas participer au Mais il y a d'autres qui ont participé. Ceux qui participeront voteront oui. Dans tous les cas, si de là-haut, nous recevons l'ordre de ne pas participer à cette arnaque, soit en votant non. De là-haut, soit... ou du ciel. De là-haut, quand je dis de là-haut, je parle FPI. de... Oui, le FPI organisé. Le FPI est fragilisé, maintenant il y en a deux. Hein, à tendance à Boudarman Sangaré et tendance à Finguissa. Vous prenez vos ordres. Qui est à Finguissa? Le président du FPI, légalement reconnu en Côte d'Ivoire. Non, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Donc vous prenez vos ordres. Chez monsieur le président Laurent Gbagbo. Moi, la question que j'allais vous poser, c'est pourquoi ce monsieur n'a pas encore rencontré le monsieur pour qui il se bat. S'il est président du FPI... Il y a répondu. Ah oui? Il a dit que le président Laurent Gbagbo reçoit ceux qui doit recadrer, donc c'est tellement lui la mission à lui confier. Mais le président, parce que la Finguessa l'a dit. C'est pas vrai. Alors vous, quelle lecture faites-vous du fait qu'ils ne sont pas reçus? Pour moi, j'estime que le président Laurent Gbagbo l'a désavoué. En ne le recevant pas? Oui. Puisque le président Laurent Gbagbo a reçu, comment il s'appelle, celui qui avait voulu être président en Côte d'Ivoire en vendant des attiékés, monsieur Kakabe. Oui. Lui, il a voulu être président en vendant l'attiéké en Côte d'Ivoire. Bon, lui, il a été reçu à 2 reprises par le président Laurent Gbagbo. Monsieur Akoune a été reçu. Monsieur Aboudraman Sangaré aurait pu être reçu s'il n'y avait pas encore l'embargo, je ne sais pas, c'est une sanction, non? Une sanction de l'Union européenne. Voyez des choses comme ça. Vous parlez de négociation alors que des gens sont encore sanctionnés. Non, monsieur Afinguessan, c'est parce qu'il est tranquille, il n'est pas sanctionné, il n'a pas de problème. C'est pourquoi ils disent des choses comme ça. Rapidement, il reste 3 minutes. Nous allons passer à 2 questions sur le procès aujourd'hui qui se déroule à la CPI et le procès de Mme Simone Gbagbo à Abidjan. Quelle lecture vous faites de ces 2 procès-là? Commençons rapidement par celui de Mme Simone Gbagbo. En ce qui concerne le procès de Mme Simone Gbagbo, je pense qu'il est clair désormais qu'il s'agit d'une mascarade. Je pense que tout le monde, il faut être sérieux maintenant pour lui dire. Aujourd'hui, les gens se trompent plus sur ces questions-là. C'est une mascarade. Mme Simone Gbagbo l'a dit. Tout ce que vous avez cité là, aucun n'a mentionné mon nom. Personne n'a dit que Mme Simone Gbagbo a fait ça contre moi. Donc vos accusations, c'est dans le vent. Et ça, tout le monde le sait maintenant. En ce qui concerne le procès du président Laurent Gbagbo, eh bien, les gens gagnent du temps. Et c'est ce que nos camarades de la résistance n'ont pas compris. On va regarder le procès, on va soutenir les gens, mais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'il y ait un procès comme ça pendant 4 ans, 5 ans de temps, 5 ans, et puis tout le monde est content. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est d'inviter tous les camarades résistants à mettre stop à cette mascarade, le plus tôt possible. Comment? Il faut trouver des stratégies. C'est pourquoi je suis ici, pour inviter les camarades. Élaborer quelques perspectives. Des stratégies, monsieur. Des stratégies, on ne va pas dire ça sur les antennes. Mais les camarades doivent se retrouver dans une salle, parler de stratégie, parce qu'on aura gagné si on réussit à stopper ce procès maintenant. C'est pas dans leur plan, c'est 4 ans, 5 ans. Mais nous, on ne va pas rentrer dans leur plan. Auquel cas, on dirait qu'ils ont gagné. Parce que 27 ans, on a enlevé Mandela. 27 ans, on l'a enlevé et puis ils ont laissé diriger. Non, nous, on ne va pas enlever Laurent Gbagbo pendant 15 ans, 20 ans. On a besoin de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Merci, M. Aipo, d'avoir accepté d'être présent sur notre plateau. Dernière question. Quel est votre dernier mot à l'endroit de vos camarades de lutte et un mot à l'endroit des autorités politiques ivoiriennes? À l'endroit des autorités politiques ivoiriennes. Je n'ai rien à leur dire. Le pouvoir Ouattara, mais c'est le non, ce sont nos adversaires, nous allons continuer de les combattre. Mais il préside au décideur de la Côte d'Ivoire. Peut-être en lui parlant, peut-être qu'il comprendra le message que vous lancerez. Pourquoi ne pas vouloir lui parler? Nous avons des conditions, que nous avons déjà présenté les conditions. Libérer nos camarades. Pourquoi vous refusez de lui parler? Je ne comprends pas. Parce qu'il ne comprend pas. Mais vous-même, vous avez dit 5 ans. 5 ans, c'est suffisant.
Pour M. Ouattara. Vous-même, vous aviez dit 5 ans, c'est un balbutiement, c'est pas grand-chose. Dans la vie d'une nation, vous savez, comme moi, que 5 ans, c'est rien du tout. Donc, pourquoi vous Oui, mais 5 ans, c'est quand même suffisant pour comprendre qu'il faut libérer les prisonniers politiques, il faut créer les conditions adéquates pour faire rentrer les réfugiés. C'est ça, c'est pas difficile à comprendre, voyez. Voilà. Mais il ne comprend pas ça jusque-là. Mon message à la résistance, c'est que il faut que les camarades se parlent. Il faut qu'on oublie les divergences passées, qu'on enterre les douloureux souvenirs et qu'ensemble, on puisse effectivement réfléchir à des stratégies pour mettre fin à cette mascarade. C'est tout. Merci. Fidèles téléspectateurs d'E20 TV, nous recevions pour vous dans le cadre de notre émission Conversation avec Jean-Paul Auro, Yves Aipo, cyberactiviste, président du Front du Réveil. Le Front pour le Réveil, et l'unité africaine. Oui. Résident, vous résidez en Australie. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette émission, comme vous avez eu beaucoup de plaisir à vous la présenter. À la prochaine.